Et si une mère de famille d'apparence tout à fait normale était en réalité proxénète? Non, vous ne rêvez pas, cette femme existe bel et bien, et elle s'appelle Anna Gristina. Cette dernière menait initialement une vie paisible dans sa petite maison située dans la banlieue de New York. À l'époque, cette femme de 45 ans, qui était également mère célibataire, avait cependant beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Elle cherchait ainsi désespérément une solution qui lui permettrait de vivre décemment. Et c'est là qu'elle a finalement eu la mauvaise idée de créer sa propre entreprise de service d'escorte. Ce qui fut évidemment très rentable, enfin jusqu'à ce que cela détruise complètement sa vie. Et pour cause, Anna Gristina ne se contentait pas seulement de diriger un service de rencontre pour personnes célibataires riches et puissantes. La mère de famille faisait littéralement du proxénétisme. En d'autres termes, elle apportait de jeunes filles à de grands businessmen new-yorkais pour des soirées de jambes en l'air et bien plus. Une entreprise qui fut toutefois de courte durée, puisqu'en 2012, elle a été arrêtée par la police. Ainsi, elle a depuis plaidé coupable pour promotion de prostitution avant d'être condamnée à 6 mois d'emprisonnement. Aujourd'hui, elle a purgé sa peine et a retrouvé une vie tranquille et reculée avec son fils et ses animaux de compagnie. Et on doute qu'elle s'aventure de nouveau vers une entreprise aussi périlleuse. Toutefois, Anna Gristina est loin d'être la seule à avoir opté pour une activité aussi illégale. Il existe en réalité bien d'autres femmes qui ont commis des délits encore plus graves et plus surprenants. Vous voulez les découvrir? Restez donc avec nous. Voici les femmes criminelles les plus dangereuses du monde. On commence. Vous pensez que le trafic de substances illégales est un domaine réservé aux hommes? Détrompez-vous. Car aussi surprenant que cela puisse paraître, les femmes aussi ont tendance à devenir de véritables gangsters. La preuve avec Enedina de Toledo. En effet, cette dernière, née en 1961 à Mazatlán, est devenue une figure clé du cartel de Tijuana, une organisation criminelle notoire opérant principalement au Mexique. Mais comment en est-elle arrivée là? En fait, tout commence avec une famille profondément enracinée dans le monde du crime organisé. Eh oui, les frères d'Enedina, les Arellano Félix, étaient déjà établis dans le domaine, pilotant d'une main ferme les activités du cartel. Enedina, quant à elle, avait initialement opté pour une carrière de comptable bien loin de l'univers du crime. Malheureusement, sa trajectoire prendra une toute autre tournure dans les années 80, et pour cause. Les liens familiaux et les loyautés indéfectibles l'ont inexorablement attirée vers le cartel. Et lorsque les têtes dirigeantes de sa famille tombent une à une, soit par des arrestations, soit par les morts violentes, Enedina se voit propulsée à la tête du business familial. Mais le plus surprenant n'est pas là, car elle ne se contente pas de prendre les commandes. En fait, elle a décidé de transformer le cartel de fond en comble, introduisant des méthodes de travail plus efficaces et structurées. Toutefois, si l'ascension de l'organisation est rapide et impressionnante, la vie d'Enedina n'a pas pour autant toujours été aussi rose, loin de là. En 2014, son fils Luis Fernando, qui tenait lui aussi les rênes du cartel, s'est fait capturer par les forces de l'ordre, ce qui a sans le moindre doute bouleversé le quotidien de cette chef d'opération illicite. Évidemment, elle n'a pas baissé les bras aussi facilement. Son organisation a au contraire continué à proposer, et aujourd'hui, cette figure de proue du commerce clandestin est même considérée par la Drug Enforcement Administration comme étant l'une des seules femmes à diriger un tel réseau, puisque c'est là une activité traditionnellement dévolue aux hommes. C'est peut-être impressionnant, mais elle n'en est pas moins criminelle. Le nom de Sandra Ávila Beltrán ne vous dit peut-être rien, et pourtant il s'agit là de l'une des plus anciennes dirigeantes du cartel Beltrán Leiva. Mais alors, comment cette femme a-t-elle pu être à la tête d'une telle organisation? En fait, Sandra est née au sein d'une famille où le trafic des substances illicites est chose commune. D'ailleurs, elle a eu à fréquenter depuis son plus jeune âge de grands manias du commerce clandestin. Et celui qui a été un tremplin dans sa carrière de criminel n'est autre que Juan Diego Espinoza Ramirez, alias El Tigre, l'une des figures les plus importantes du cartel del Norte del Valle en Colombie, et avec qui elle a eu une relation très sérieuse. Le plus drôle dans la vie de Sandra est qu'elle a été mariée 2 fois et ses 2 maris étaient des ex-commandants de policiers qu'elle a réussi à reconvertir en dealers. C'est qu'elle devait être très forte. Ces derniers ont toutefois été tous 2 abattus par des tueurs à gages. Quant à la principale intéressée, elle a été arrêtée en septembre 2007, après quoi elle a été incarcérée dans la prison pour femmes de Santa Marta à Acatitla, dans la capitale, où elle a de nouveau fait parler d'elle. La raison? Eh bien, elle s'est plainte d'insectes partageant sa cellule, et même de ne pas bénéficier de nourriture provenant de restaurants. Malheureusement pour elle, son cauchemar aura duré 8 ans, jusqu'en 2015. Voici maintenant l'histoire fascinante de Jody Moran, surnommée malicieusement Ma Dalton en Australie. Et vous comprendrez vite pourquoi. Tout commence dans les années 2000. À l'époque, Jody était à la tête des Moran, une famille connue pour ses frasques dans le monde du crime. Toutefois, sa vie va très vite prendre un mauvais tournant, et pour cause. Son premier mari est assassiné, ses fils Mark et Jason, ainsi que son deuxième mari Lewis, tombent tour à tour, victimes des violences inhérentes à leur mode de vie. Le tournant dramatique de cette histoire surgit avec la mort de Desmond, le beau-frère de Jody. Accusé d'être la tête pensante derrière ce meurtre, Jody se retrouve catapulté sous les feux de la rampe judiciaire. Selon l'accusation, Jody aurait orchestré cet assassinat en représailles car Desmond se serait accaparé une part considérable du trafic de substances illicites que contrôlait son défunt mari.
créant ainsi des tensions financières et de pouvoir. Cependant, Jody, insistant sur son innocence, affirme qu'au moment du crime, elle se recueillait tristement sur la tombe de son fils Mark. Malgré sa défense, les jurés ne sont pas convaincus par son récit et la condamnent alors à 26 ans de réclusion. Depuis, son histoire continue d'alimenter les discussions et d'intriguer les esprits, et il faut dire que ce n'est pas sans raison. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la paisible ville de Victorville en Californie, où la vie était douce et les résidents sereins, vivait une femme qui détonnait dans ce tableau idyllique, Maria León. Cette immigrée originaire de Guerrero au Mexique n'était pas une résidente ordinaire. Pour comprendre son histoire, faisons un bond en arrière. Maria était à l'époque la chef redoutée d'une dynastie des trafiquants de substances stimulantes à Glassell Park, un quartier du nord-est de Los Angeles. Pendant longtemps, elle y a régné en maître. Mais tout a changé en 2002, lorsqu'elle fut arrêtée à Halloween pour vente de stupéfiants et mise en danger des enfants. Après avoir purgé une peine de 4 ans en prison, Maria fut libérée en 2006. Décidant de tourner la page et de commencer une nouvelle vie, elle choisit donc de déménager à Victorville. C'est à Falcon Trail que Maria et quelques-uns de ses 13 enfants élirent domicile. Dans leur petite maison de 3 chambres, ils reprirent discrètement leur commerce illicite à l'abri des regards indiscrets. Travaillant incognito, Maria et ses enfants vivaient dans l'ombre, passant même inaperçus aux yeux de leurs voisins. Malheureusement, le drame frappa de nouveau la famille lorsque Danny, l'un des fils de Maria, perdit la vie dans une fusillade avec la police. Peu après, Randy Martinez, un autre fils, fut assassiné par des membres du gang de Cypress Park. Les jours sombres de Maria trouvèrent finalement leur point culminant alors qu'elle se recueillait sur la tombe de Danny. En effet, ce jour-là, elle fut repérée, et plus tard, les autorités d'immigration l'arrêtèrent à son domicile de Glendale. Maria León, cette femme qui a dirigé un empire criminel des deux côtés de la frontière américano-mexicaine, a ensuite été condamnée à 8 ans de prison, ce qui a ainsi mis fin à une vie de crime et de tragédie. Quand on la voit, on jurerait que cette femme est inoffensive, mais en réalité, elle est l'une des femmes les plus dangereuses d'Italie. Elle s'appelle Rosetta et son allure de petite mamie ne doit pas semer le doute en vous. La raison ? Elle a été la figure de proue d'une association criminelle titanesque. Son rôle ? Eh bien, c'était elle la chef de la comptabilité et la décisionnaire de la nouvelle Camorra organisée. En effet, Rosetta, sœur du renommé parrain Raffaele Cutolo, gérait les fonds provenant des extorsions réalisées par les dirigeants locaux et apportait un soutien juridique et financier aux familles des membres empoisonnés. Dotée d'un esprit d'équipe remarquable et d'une tendance au perfectionnisme, elle dirigeait ainsi l'équipe avec autorité et précision, exécutant avec soin les plans établis par son frère. Tout se déroulait donc comme sur des roulettes pour celle que l'on surnomme les yeux de glace. Cependant, en 1981, la situation prend une tournure inattendue lorsque la police débarque en pleine réunion de la Camorra au château des Médicis à Ottaviano. Rosetta Cutolo était alors mal en point. Néanmoins, elle parvient contre toute attente à échapper à une arrestation. Comment ? Eh bien, elle se cache tout simplement sous le tapis d'une voiture conduite par un prêtre. Non, vous ne rêvez pas. Toutefois, suite à cet épisode, la mafieuse est contrainte de rester en cavale pendant une décennie, une période durant laquelle elle continue à orchestrer secrètement les activités criminelles de l'organisation. Mais en 1993, coup de théâtre. Rosetta se rend à la police de son plein gré, fatiguée de fuir. Elle est alors condamnée à 9 ans de prison pour appartenir à la mafia, peine réduite par la suite à 5 ans. Elle a en effet réussi à convaincre les juges qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres de son frère sans rien savoir de ses activités criminelles. Ben voyons. Son nom est inconnu du grand public et pourtant, Jamaica Thompson figure aujourd'hui sur le podium des plus grandes criminelles américaines des années 80. Femme puissante et inspirante, enfin pour certains, Jamaica a bâti un empire de substances illicites et a eu à parcourir un chemin atypique pour y arriver. En effet, son histoire commence lorsqu'à seulement 8 ans, elle et sa mère sont contraintes de quitter leur appartement. Très vite, la petite s'est donc mise dans la tête qu'il fallait qu'elle sorte de cette situation misérable. Courant derrière l'argent et la puissance, elle rencontre sur son chemin Anthony Duff Mosley. Ce dernier vendait de l'herbe et Thompson a décidé d'intégrer ce petit business bien juteux. Il s'est avéré ensuite que Thompson avait la fibre commerciale et vendait des kilos de poudre blanche par semaine, ce qui plaisait beaucoup à son copain, d'autant plus qu'elle lui apportait de bons et fidèles clients. Au fil du temps, les deux tourtereaux se marient et Jamaica monte en grade. À cette période, elle se met à vendre un stimulant puissant et autant vous dire qu'elle a fait Flores. Toutefois, si tout semblait aller bien pour le couple, leur bonheur s'avérera de courte durée puisque Duff se faisait tuer. Face à une telle tragédie, les agents de la Drug Enforcement Administration, qui avaient Jamaica dans le collimateur, pensaient que cette tragédie la minerait et qu'elle arrêterait enfin son commerce, mais non. Cela l'a rendue que plus puissante. En 1984, le Sphinx renaît de ses cendres et Jamaica reprend non seulement son activité, mais en plus la développe en embauchant des distributeurs aux États-Unis. Elle était si audacieuse qu'elle est même allée se fournir elle-même chez des producteurs colombiens. Pas froid aux yeux la nana.
Mais elle ne s'est pas arrêtée là. À 26 ans, elle ouvre un petit commerce de distribution de faux cheveux et extensions. Et vous savez autant que moi à quoi cette entreprise servait. Mais peu de temps après a commencé la décadence pour Jemaker. En cause, un de ses associés se fait arrêter avec des kilos de poudre blanche dans la voiture, ce qui mène inévitablement les autorités jusqu'à elle. Elle prend alors la fuite pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée à l'âge de 31 ans durant la cérémonie de remise des diplômes de 6e année de son fils. Reconnue coupable, elle s'est donc retrouvée derrière les barreaux durant pas moins de 12 ans. Cependant, après avoir purgé une grande partie de sa peine, elle en est sortie totalement métamorphosée. Convertie au christianisme et repentante, elle consacre désormais sa vie à la spiritualité et au service de Dieu. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour changer. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces femmes criminelles et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.